Le dernier en date dont on a beaucoup parlé, c'est Kaby. T'as vu ça, c'est vrai. 100 millions. Voilà. Combien ? 100 millions, quand 100 même. millions. Oui, détourné. C'est pas Ouais. mal. Alors le contexte, on va pas le creuser en détail, mais c'est un contexte de confiance. C'est confiance dans les salariés avec qui tu travailles. C'était la trésor, c'est ça ? Ouais, c'était la trésorière, ouais. Oui, C'est ça. qui a routé des virements, pense, d'investissement ailleurs. Et qui s'est un peu prise au jeu. En fait, ça faisait plusieurs fois qu'elle faisait ça dans d'autres boîtes. Ils n'ont pas tellement fait leur due deal au moment où ils ont recruté cette personne, si j'ai bien compris. Enfin, je veux accabler personne, parce que c'est des sujets compliqués. Mais il se trouve qu'elle avait déjà été attrapée pour des faits à peu près similaires avant. Voilà, donc ça, c'est 100 millions. Et pour la petite histoire, elle s'est fait repérer parce qu'elle vivait la grande vie en jet à Miami ou je sais pas quoi. Bon, c'est toujours marrant. Bienvenue sur FinScale, l'émission qui vous plonge au cœur de la transformation de la finance. Solène Niederkorn et ses invités explorent chaque semaine les initiatives qui façonnent l'avenir de l'industrie. Bonne écoute à toutes et à tous. Bonjour à tous et bienvenue pour un nouvel épisode de FinScale avec Alban Clos et Arnaud Merlet qui sont les cofondateurs de Supervisor. Bienvenue à tous les deux. Bonjour. Merci, Solène. Hyper heureuse de vous recevoir pour parler donc de la boîte que vous avez montée il y a quelques années déjà qui s'appelle Supervisor. Avant, est-ce que je peux vous demander de vous présenter tous les deux à nos auditeurs ? Très bien. Moi, Arnaud, j'ai passé toute ma carrière dans le monde de la tech, d'abord aux États-Unis dans le conseil, et puis ensuite dans le monde du software. J'étais 10 ans chez SAP, et puis c'est à ce moment-là que j'ai rencontré Alban, et qui était travaillé sur le projet Supervisor, qui a monté l'entreprise. Et je l'ai rejoint, moi, d'abord en tant que business angel, puis il y a 2 ans à plein temps. J'ai adoré le projet et je pensais que c'était... il y avait un truc énorme à faire et un besoin colossal à adresser. Donc, voilà en 2 mots. Super. Donc, passer donc, de salarié de boîte, Ouais, super de très exec, grandes entreprises à entrepreneur, start-upper. On fait tomber le costume, on enlève la cravate. Et puis... Non, plus sérieusement, c'est un choix, bien sûr, c'est un monde complètement différent, mais c'est un plaisir tous les jours d'être complètement en prise avec le business, avec ce qui se passe, à créer, à faire avancer les choses, et c'est super. Génial. Alban, donc bonjour à tous. Donc moi, j'ai aussi commencé ma carrière dans le conseil. J'ai passé une bonne dizaine d'années aussi. Et en gros, mon métier, c'était d'aider les directions financières à maîtriser leur data, tout ce qu'elles produisaient comme data, notamment la data comptable. Et on les aidait à trouver des problèmes de qualité, trouver des erreurs, trouver des fraudes potentielles. Alors, c'était un super business, super rentable, mais c'était pas scalable du tout. Et donc, à l'époque, on s'est dit, mais comment on peut imaginer quelque chose où l'expertise qu'on a développée pendant des années puisse être diffusée à plus grande échelle. Et donc, on a voulu productiser tout ce qu'on avait fait pendant des années. Et donc, on a créé Supervisor à l'issue de tout ça. Et donc, aujourd'hui, on co-dirige Supervisor, Arnaud et moi. Et moi, j'ai plutôt une casquette produit aujourd'hui et Arnaud plutôt une casquette business. Top. Alors, je ne sais pas lequel d'entre vous veut commencer par répondre à cette question. Alban ou Arnaud, en ce qui concerne les fraudes comptables, est-ce que vous pourriez nous donner un petit aperçu de quoi on parle, nous expliquer de quoi on parle quand on parle de fraude comptable, nous donner peut-être des chiffres pour que nos auditeurs se rendent compte que ça touche en fait toutes les directions financières partout dans le monde. Oui, alors... Vas-y, je vais te laisser être plus précis sur la fraude. Mais avant même la fraude, on va parler des erreurs de manière plus large, si tu veux bien. Ouais. La fraude, c'est un type d'erreur, c'est des erreurs volontaires. Mais si on prend juste les erreurs, si on se déplace aux États-Unis, parce qu'il y a beaucoup de chiffres disponibles aux États-Unis, si on prend l'organisme de tutelle des auditeurs, le PCAOB, il indique que 40% des rapports d'audit ont des erreurs significatives. Donc il y a des erreurs déjà. 40%. Mais non. Des erreurs significatives. Donc là, on parle des rapports d'audit, on ne parle même pas des comptes des entreprises. Et une autre statistique, je pense, qui vient aussi du PCAOB, qui indique qu'en fait, un comptable fait au moins une erreur par jour importante. Okay. Donc en fait, ces erreurs s'accumulent. Alors c'est pas forcément c'est pas forcément grave. Ça peut être des erreurs de catégorisation, de libellé, etc. Mais globalement, c'est très difficile d'avoir une compta très propre et des données financières de grande qualité. Donc c'est un problème avec lequel on vit, avec lequel les organisations survivent, mais c'est un problème que nous on souhaite adresser. Voilà, et la fraude, et je laisserai le micro à Alban pour la fraude, c'est une partie de ces erreurs. Ouais, ce que tu dis, c'est très vrai, c'est que en fait, c'est rare qu'on se réveille le matin en disant « Tiens, je vais frauder ». Moi, ça m'est pas arrivé. Je sais pas toi, mais moi, ça m'est jamais arrivé. Pas encore. En revanche, ce qui arrive dans la vraie vie des entreprises, c'est que les gens se trompent. Et ils se rendent compte que ces erreurs sont pas détectées. Et donc, ça devient une opportunité de se dire « Ah, mais tiens, finalement,
Et si je continuais, là, ça s'est pas vu que j'ai c'est trop comme payé ça ce que ça fournisseur. se- C'est l'immense majorité des cas de fraude. Incroyable. Et donc, on est pris au jeu. Alors après, il y a des contextes personnels qui font qu'on va aller dans cette voie-là. On a une difficulté familiale, personnelle, on a un gros besoin d'argent d'un coup. On dit, ouais, ça, c'est pas vu cette fois-ci, je continue. Moi, j'ai commencé, avant même ma carrière, j'ai fait un stage dans la banque. Je vais pas citer la banque. Alors moi, j'étais tout junior, j'étais consultant, et j'aidais sur des histoires de systèmes d'information, etc. Et le patron du back-office, pendant que je travaillais là-bas, il s'est fait attraper par la police, quoi. Parce qu'en fait, il fraudait depuis 2 ans. Incroyable. Et personne ne l'avait vu. Tout le monde avait confiance en ce gars-là, quoi. Ouais. Et Il l'histoire... avait détourné combien Alors, moi, sans nous dire je quelle est la banque, n'ai mais- jamais su. Je D'accord. n'ai jamais su. Ça, alors, là, on touche à la question de la communication autour de la fraude, qui est un sujet difficile. sûr. C'est que ça peut ruiner la réputation d'une entreprise. Enfin, quand on est banquier et qu'on est là pour protéger l'argent de ses déposants, si on se rend compte qu'il y a machin qui a piqué dans la caisse, ça pose un vrai problème. Donc, pour revenir à la fraude, c'est souvent la conséquence d'une erreur qui n'a pas été détectée. Encore une fois. En termes de valeur, là, il y a plein d'études sur ces sujets. Il y a des études qui disent qu'une entreprise sur 2 subit une tentative de fraude chaque année, Mhm. détectée. Ouais. Et ça veut dire que tout ce qui n'est pas détecté, tout ce qui est en bas de l'iceberg, là, Ouais. c'est colossal. Donc en fait, on s'adresse à un problème majeur qui est quasi inquantifiable tellement il est important, et un problème qui a des conséquences terribles sur les entreprises, parce que le jour où ça sort, c'est potentiellement la clé sous la porte. Tu as en tête des exemples, alors moi j'en ai parce que ça fait longtemps que je bosse, mais des exemples un peu cocasses de fraude qui ont coûté des millions d'euros à une entreprise en particulier, et sur base d'une fraude qui est assez, on va dire, simple et basique. Le dernier en date dont on a beaucoup parlé, c'est Kaby. T'as vu ouais, ça, c'est vrai. 100 millions. Voilà. Combien 100 millions, quand 100 même. millions. Oui, détournés. C'est Ouais. pas mal. Ouais. Ouais. 100 millions, alors le contexte, on ne va pas le creuser en détail, mais c'est un contexte de confiance. C'est confiance dans les salariés avec qui tu travailles. C'était la trésor, c'est ça? Ouais, c'était la trésorière, ouais. Oui, C'est ça. qui a routé des virements, je pense, d'investissement ailleurs. Et qui s'est un peu prise au jeu. En fait, ça faisait plusieurs fois qu'elle faisait ça dans d'autres boîtes. Et donc, en fait, ils n'ont pas tellement fait leur due deal au moment où ils ont recruté cette personne, si j'ai bien compris. Enfin, je veux accabler personne, parce que c'est des sujets compliqués. Mais il se trouve qu'elle avait déjà été attrapée pour des faits à peu près similaires avant. Donc, voilà, donc ça, c'est 100 millions. Et pour la petite histoire, elle s'est fait repérer parce qu'elle vivait la grande vie en jet à Miami ou je ne sais pas quoi. Bon, c'est toujours marrant. Non, après, il y a plein de choses qui sont toutes bêtes, en fait. C'est la fraude qu'on peut qualifier de quasi d'insignifiante. Moi, j'avais travaillé pour un fonds d'investissement à une époque qui nous avait demandé de regarder la data de la cible sur laquelle il s'apprêtait à investir. Vérification Donc de quoi? Des chiffres Ouais, on avait pris toute la compta, puis on avait checké 100% des flux comptables pour voir s'il n'y avait pas des trucs bizarres. Et donc, il y avait des déclarations de TVA qui n'étaient pas tout à fait au bon moment. Donc, si tu veux, à la fin de l'année, c'est pas grave, parce que tu te recales bien au 31-12. Ouais. Mais bon, tu retardes un peu tes déclarations de TVA, parce que ça fait un peu de trésor. Bon, voilà, c'est pas grand-chose. Mais le truc qui avait le plus fait changer l'approche de l'investisseur, c'est qu'on avait repéré que le dirigeant faisait payer les loyers de ses enfants par sa boîte. Mais non. Bah oui, tout simplement. Et alors, comment tu le repères ? Alors, nous, on a des techniques. C'est que, alors, c'est des cas particuliers, on prend les noms de l'écosystème des dirigeants et puis on va chercher ça en compta. Et puis, tu trouves des trucs super. Surprise. Et donc là, tu romps la confiance. Ouais. L'investisseur qui voit que le patron fait ça. Et les enjeux financiers ne sont pas énormes. Tu vois, on parle de... C'était une boîte qui faisait des dizaines de millions de revenus. Un loyer, ça coûte, je sais pas, 1 000 € par mois. Tu vois, c'est pas... Mais fondamentalement, tu romps la confiance avec ton écosystème. Et c'est le principal problème, en fait, que nous, on veut adresser. C'est ce problème de confiance. On veut que les gens puissent avoir confiance dans l'information financière qu'on leur fournit. Alors, tu parlais des auditeurs tout à l'heure. Moi, je trouve ça quand même aberrant qu'il y ait autant d'erreurs. Enfin, le pourcentage d'erreurs que tu mentionnais. Comment c'est possible,
aujourd'hui, à l'heure actuelle, avec les outils qui sont censés exister, la donnée, parce qu'on te parle depuis des dizaines d'années, enfin peut-être pas dizaines d'années, mais au moins 5 ans, des data lakes, des outils qui te permettent justement de screener toutes ces données, etc. Comment c'est possible de ne pas détecter ces fraudes-là beaucoup plus en amont, en fait, et qu'elles soient tout simplement pas détectées par les auditeurs? Ça me fait halluciner. Ah, c'est une bonne question. Il y a plusieurs hypothèses à ça. Je vais en donner quelques-unes et peut-être qu'Alban, tu pourras compléter. Mais déjà, il y a un problème. Il y a probablement un problème de méthode. Les approches historiques, c'est des approches d'échantillonnage. On fait des carottages. Exact. Ouais. Et puis, on cherche, on fait des contrôles sur ces carottages. On fait quelques contrôles sur quelques données. Mm-hmm. Et nous, on en parlera plus tard, mais on est convaincu que la bonne approche, c'est de regarder l'ensemble des données sur un nombre très large de points de contrôle. Et aujourd'hui, on a la technologie pour faire ça. Donc en fait, il y a déjà ce problème de méthode à la base. Après, il y a un problème de compétences et de ressources. Aujourd'hui, on estime que, par exemple, je reparle encore des États-Unis parce qu'on a encore beaucoup de chiffres là-bas, mais il y a 1,6 million, je crois, de comptables aux États-Unis, comptables et contrôleurs. Et il en faudrait 2 millions. Alors qu'on dit que les agents IA vont digitaliser le secteur, etc., mais il manque quand même 400 000 personnes. Ouais. Il y a 75% des gens qui détiennent un CPA qui sont maintenant à l'âge de la retraite, qui sont encore sollicités parce qu'ils ont une compétence. Il y a beaucoup de jeunes auditeurs qui malheureusement n'ont pas fait parce que beaucoup de fonctions étaient offshorées, n'ont pas l'expérience de l'ensemble du processus. Mm-hmm. Donc enfin, c'est quelques éléments de réponse, mais si on croise tout ça, on pense que ça peut expliquer la situation. Ouais, et il y a des industries qui sont plus touchées que d'autres ou pas? Oui. En tout cas, celles dont on sait qu'il y a des fraudes, parce qu'encore une fois, il y a toute la fraude qu'on ne voit pas. Oui, bien sûr. Mais oui, tu as la construction, clairement. Où alors, c'est pas la fraude, il y a aussi il y a la corruption, en fait. Faut mettre les deux sujets l'un à côté de l'autre. En fait, c'est ceux qui sont plus sujets, on va dire, à la fraude, sont ceux pour lesquels il y a des énormes marchés dans plein de pays différents, où il y a des pratiques commerciales un peu différentes. Ouais. Voilà. Et il y a ceux où il y a énormément de flux. Parce que plus il y a de flux, plus il y a tu peux noyer. Parce que c'est très difficile de contrôler tous les flux, c'est ce que disait Arnaud. Et donc la démarche des auditeurs, c'est ce que tu disais, comme ils n'ont pas la capacité, et si je suis un peu taquin, ni l'envie de tout vérifier, je fais une petite parenthèse, mais moi quand j'ai commencé Supervisor, j'ai d'abord travaillé avec des cabinets d'audit pour nous aider à construire le produit. Et il y en a quand même un certain nombre, on va dire un nombre significatif, qui me disait non mais attends, moi je veux pas tout vérifier, hein. Je vais prendre des risques si je vérifie tout, parce que si je trouve un problème, quelque chose, si je trouve quelque chose, je suis bien embêté. Et donc la démarche de l'audit, c'est une démarche qui fondamentalement est portée par ce qu'ils appellent l'analyse par les risques. L'analyse par les risques, c'est mettre des seuils pour surtout éviter d'aller tout voir. Non mais c'est terrible, ils vont pas aimer ce que je raconte, mais c'est quand même la réalité. Alors, c'est les normes d'exercice professionnel en France aujourd'hui s'appuient sur ce concept de l'analyse par les risques. Oui, tout à fait. Voilà, c'est quand même ça. C'est un business. Voilà, on dit que c'est le bras armé de la justice pour vérifier l'intégrité des comptes, mais ça reste aussi un business. C'est très compliqué. Et encore une fois, je ne jette pas du tout la pierre, parce que c'est fondamentalement compliqué de gérer ces deux aspects en même temps. Oui, tout à fait. C'est un business de 200 milliards à l'échelle mondiale, quand même. Le business de l'audit. De l'audit, externe. Alors, je vais me tourner vers toi, Alban, parce que c'est toi qui as fondé au départ Supervisor. Après, on viendra vers toi, Arnaud. Donc, tu disais que tu bossais sur la détection de fraude, tu parlais de la due deal du fonds sur lequel tu as bossé. Comment, partant donc, de ces constats-là, tu as commencé l'aventure, et comment tu as réussi à productiser le sampling, enfin à productiser tout ce que tu avais expérimenté pendant toutes ces années? Alors, le premier point, c'est d'avoir une forte conviction que c'est possible, ce qui était une petite folie, on va pas se mentir. C'était, je pense, une forme de naïveté aussi au départ,
face à l'ampleur de la tâche. Alors, on était deux. Cyril, avec qui on a cofondé Supervisor. On s'est dit... On a fait l'état de la complexité. On a dit, la complexité, c'est qu'une entreprise, elle a plein de systèmes d'information différents. Elle opère dans plein de pays différents. Chaque pays a ses particularités locales, a son plan de compte. Parfois même, dans chaque pays, tu vois, aux États-Unis, chaque entreprise a son propre plan de compte. Donc, il y a une hétérogénéité de l'information qui est absolument colossale. Et on s'est dit, bon, comment on va faire ça de manière un peu standardisée et productisable? Et donc, en fait, on a essayé de réfléchir à trouver des concepts très structurants dans notre techno qui puissent être le réceptacle de cette diversité. Et donc, on a inventé un certain nombre de concepts d'unification, de unified ledger, comme on dit chez nous, de sorte que, à la fin, toutes les comptes qu'on aspire, donc on va contrôler, elles sont structurées exactement de la même manière, alors même qu'elles ont été saisies aux US, en Pologne, en Espagne, dans n'importe quel système. Donc, on a eu cette vision-là, on va dire, et après, il a fallu passer à l'exécution de ça. Alors là, c'était un peu plus compliqué. Attends, je reviens sur ces concepts. Comment est-ce que vous avez défini ces concepts? Quel parti pris vous avez pris? Vous avez eu, pardon. En fait, c'est très itératif, c'est-à-dire que tu es face à une complexité. Donc, en fait, c'est un peu de la recherche, quoi. Tu vois, tu fais des hypothèses, tu testes, et puis tu dis, ça marche pas. Bon, alors tu reprends ton stylo, puis tu refais ton data model, tu dis, non, en fait, ça marche pas. Et en fait, petit à petit, tu inventes des concepts. Et pour tout te dire, au moment où on inventait ces manières de traiter le problème, on n'avait même pas tellement conscience de la profondeur de ce qu'on était en train d'imaginer. Et c'est aujourd'hui, avec pas mal d'années de recul, que je peux me dire, oui, effectivement, il y a des concepts très puissants, très profonds dans notre techno, qui sont d'ailleurs très difficiles à répliquer, très secrets aussi, et qui font qu'aujourd'hui, c'est possible. C'est possible, littéralement, de contrôler de manière complètement uniforme les données comptables et financières à l'échelle d'un groupe international, sans avoir à faire un an de projet d'implémentation. Donc ça, c'était sur papier. Une fois que tu l'as défini sur papier, comment tu fais développer les outils? Ton cofondateur, Cyril, il était tech ou pas trop? Il était auditeur. Ah ouais, donc il n'y avait pas du tout de profil tech chez vous? Non, c'est une approche très métier, en fait. Et je pense que c'est ça. C'est parce que c'était très métier qu'on a eu des bonnes idées, au départ. On a voulu résoudre un problème métier, avec une expertise métier. Et la tech était simplement au service de la résolution de ce problème. Ouais, donc les moyens technologiques de l'époque, c'était pas l'IA. Ça n'existait pas. C'était en quelle année vous avez lancé? On a démarré la R&D en 2008. Ah ok, d'accord. Ouais. Et on a mis 8 ans. 8 ans à construire les fondamentaux de la technologie avant de se dire c'est suffisamment mature et efficace pour pouvoir le vendre. Et donc, on a démarré le business en 2016. Et donc, entre 2008 et 2016, vous gagnez votre vie comment? On était consultant. D'accord. Okay. Et on continuait de faire le travail qu'on savait bien faire, d'aider les directions financières. Et en fait, c'était un travail en fait, un peu incubé dans cette société de conseil. Et notre travail sur le produit a été infusé par l'expertise métier qu'on continuait de développer tous les jours dans notre activité de conseil. Et du coup, tu changes complètement en fait de paradigme. Tu passes de CEO d'une boîte qui fait du conseil à CEO d'une boîte tech. Qu'est-ce que ça a changé pour toi concrètement? Est-ce que ça s'est fait, c'est un basculement? Est-ce qu'il y a un moment où tu as une sorte de prise de conscience? Parce que c'est pas du tout la même posture. Et tu n'es pas du tout dans la même recherche de traction. Tu n'abordes plus du tout tes clients de la même manière. Alors, c'est en effet un changement assez radical. Alors, on était 3, en fait, dans le cabinet. Ouais. Enfin, il y avait 50 personnes, mais on était 3. Et j'étais pas le fondateur. Moi, je les avais rejoints après. Et c'était surtout Cyril qui, au départ, portait cette vision de productiser notre expertise. Moi, j'étais convaincu par ça. Le troisième l'était un peu moins. Mais il disait, allez-y, on va voir. Et puis, le projet commençait à être difficile, long, painful, coûteux. Ouais. Donc, ce sont des gros investissements. Et quand tu fais du conseil, en général, tu fais ce métier-là parce que c'est hyper rentable, tu as énormément de cash flow et tu vis très bien. Et nous, on disait, non, on va vivre un peu moins bien et on va investir. Ouais. Et là, tu as
une séparation assez naturelle qui s'opère. Et donc, en 2016, c'est ce moment où Cyril et moi, on dit, nous, on pense qu'on est arrivé à un point de rupture technologique suffisant pour nous adresser au marché avec ça. Et le troisième, lui, avait plutôt envie de conserver l'activité de conseil. Et donc, nous, en fait, on était portés par cette vision du software depuis le départ. Ouais. Le troisième l'était moins. Et donc, pour répondre à ta question, on était préparé à la vision du software. Ouais. On s'était mentalement préparé. Vous aviez en plus cette envie. On avait cette envie. Alors, Depuis 8 ans. Ouais, t'as vraiment envie que ça se matérialise, quoi, tu vois. D'habitude, tu peux me faire 8 ans avant de shipper ton produit, tu vois. Donc, mais en fait, vous aviez la vision et vous avez travaillé 8 ans à développer le modèle qui allait bien pour vous dire, bon, maintenant c'est bon, on le met sur le marché. Ah ouais. Et puis, tu vois, après, à titre personnel, moi, je commençais à avoir des enfants. Tu te retrouves dans un modèle où, au début, tu n'as quand même pas beaucoup d'argent, donc il faut aller lever des fonds. C'était en 2016, donc les levées de fonds, c'était pas comme en 2021 ou 2022, si tu veux. Hein, c'était vachement difficile. Vous avez levé auprès de Business Angel ? Voilà, il est arrivé juste après Arnaud. Ouais, il est arrivé en 2019, ouais. Et nous, on a levé en début 2018, notre premier tour, et Arnaud, on s'est rencontrés à cette époque-là, à peu près. Moi, j'étais chez SAP à l'époque, et on avait monté un programme pour aider des entreprises comme Supervisor, justement, à travailler autour de SAP. On essayait de s'ouvrir un petit peu et d'être plus branché avec l'écosystème start-up qui était naissant, notamment en France, et qui commençait à créer de belles entreprises. Et donc, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Et donc, moi, je voyais passer plein de dossiers, etc. Et je me suis dit, ça me semblait assez évident que dans quelques années, il y allait avoir besoin d'automatiser beaucoup plus, de systématiser beaucoup plus la partie contrôle sur les données financières. Et je ne voyais pas d'autres entreprises qui répondaient à ça. Et donc, j'ai adoré le projet. Je suis rentré en tant que business angel. On a travaillé comme ça sur quelques dossiers. Et puis voilà. C'est le début de la collaboration. Alors, quel rôle endosses-tu à présent chez Supervisor ? Tous les deux dirigeants de l'entreprise. Et puis je suis un peu plus du côté business. Mais en pratique, on travaille très étroitement sur les décisions importantes, sur beaucoup de décisions. Et on se parle tous les jours, plusieurs fois par jour. Et puis voilà, c'est très chouette parce que quand on est CEO, on est seul. Je trouve c'est un rôle où c'est assez solitaire et là on a la chance d'être à deux, donc on se back sur on a un sounding board, on échange sur tous les sujets, ça permet d'avancer plus vite, plus sereinement. Quand il y en a un qui est un peu down, parce que forcément il y a des moments down et des moments up, il y a l'autre qui est up et puis voilà, puis ça c'est extrêmement complémentaire, je trouve, et ça fonctionne super bien. Alors, si on parle maintenant un peu plus de vos clients, donc il y avait probablement des clients historiques qui se sont rattachés à votre solution, enfin qui ont investi, qui ont souscrit à la solution. À quoi ressemble maintenant la clientèle de Supervisor et la typologie de clients que vous adressez, la taille des boîtes, les secteurs, etc. Alors, c'est très varié, parce qu'en fait, le problème qu'on adresse, il est pertinent à toute entreprise. Exactement, oui. Donc, on a des entreprises qui vont de quelques dizaines de millions d'euros de chiffre d'affaires à plusieurs dizaines de milliards. On a des entreprises qui sont aux États-Unis, en Europe, principalement en France, et on a un peu moins de 100 clients aujourd'hui, une centaine de clients. Mais c'est tout type. Alors, il y a un secteur sur lequel on n'est pas encore très présent, c'est la banque. On est un petit peu dans l'assurance. On est surtout sur les industries, les entreprises plus traditionnelles. On aime bien les environnements, on est bon dans les environnements où il y a un certain niveau de complexité. Donc, beaucoup de filiales, beaucoup d'entités à l'étranger, beaucoup de systèmes sources différents, etc. Parce que là, la valeur ajoutée, elle est assez évidente. Ouais. La capacité à consolider des informations qui viennent d'un peu partout dans des contextes qui sont variés et d'arriver à fournir des insights. Parce que le but, c'est pas simplement de corriger des erreurs et d'aller chercher un niveau de qualité supérieur. C'est aussi de comprendre ce qui se passe dans son business. Et si on voit que on a une filiale, une entité où le taux d'erreur est plus élevé qu'une autre, on peut se poser des questions et on tire le fil de la pelote, on déroule et on trouve des trucs intéressants. Donc c'est aussi, nous on en est convaincus, on le positionne comme un enjeu business, c'est-à-dire de gestion. C'est être capable d'avoir une bonne gestion d'une entreprise, c'est savoir gérer le niveau de qualité de manière transverse. C'est pas simplement faire le job. Et je vais un peu plus loin que ta question peut-être, mais on voit un peu souvent ça dans la finance. C'est-à-dire qu'on va arriver à la qualité quoi qu'il en coûte. C'est-à-dire qu'on va bosser comme des malades au moment du clôture
pour faire en sorte que le truc sorte, mais on ne travaille pas assez sur le process de qualité. Si on regarde dans l'industrie, quand on a une chaîne de production, on essaie d'attraper les erreurs le plus tôt possible. Parce que c'est important, les erreurs qui en aval, elles sont beaucoup plus coûteuses que si elles sont attrapées en amont. Parce que la pièce a été montée, elle a été, si on prend l'automobile, elle est dans le véhicule, montée, on ne peut pas démonter le véhicule quand il est en bout de chaîne, c'est pas possible, ça coûte beaucoup trop cher. On est obligé de scraper. Donc et en fait, dans la finance, c'est un peu terrible parce que on corrige énormément de problèmes au moment de la clôture, qui se sont accumulés tout au long du trimestre ou de l'année. Et en fait, c'est fou. C'est là où pas la bonne manière de faire. Mais en fait, si on avait attrapé l'erreur, elle serait pas restée dans les comptes tout le long. Elle se serait pas compoundée, parce que parfois elle se compound avec d'autres erreurs. Et puis on a le contexte pour la corriger quand elle vient de se passer. Parce qu'on sait ce qui s'est passé, on sait à quoi correspond la transaction. Quand on corrige plusieurs mois plus tard, il faut se replonger dans le sujet. Donc puis il faut redétricoter. Il faut tout redétricoter. Donc on perd un temps fou et on n'a plus le temps. C'est le moment où on n'a plus le temps parce qu'il faut clôturer les comptes. Mais je vois trop à quoi tu fais référence. C'est catastrophique. Donc en fait, si on prend d'un point de vue process, d'un point de vue lean, ça n'a pas de sens. C'est quelque chose qu'on pourrait faire beaucoup, beaucoup mieux. Et voilà. Et donc, si on détecte les anomalies plus tôt, ce qu'on aide les entreprises à faire, elles peuvent s'améliorer. Alors, si tu prends une boîte qui aurait fait appel à vos services depuis que tu es là, est-ce que tu as en tête un ou deux exemples, sans mentionner de nom bien sûr, de situations où tu as fait prendre conscience à cette direction financière? En fait, tu as finalement ouvert le capot et tu as vraiment regardé où étaient tous les bugs. Et où le directeur financier ou la directrice financière hallucine des bugs qu'il peut y avoir. Moi, je suis sûre que vous avez eu des expériences comme ça. On en a. C'est effectivement... Et il y a un peu ce moment de déclic. Alors, c'est souvent en avant-vente parce que ce qu'on fait souvent, comme on a justement ce modèle dont parlait Alban qui permet de lire nativement n'importe quelle comptabilité, on fait souvent des tests. On demande à un client, envoyez-nous vos données et puis on va voir. On va déjà vous montrer que ça marche. Parce que souvent, les gens ne nous croient pas sur le fait qu'on est capable de lire nativement leurs données sans avoir fait des mois de projets d'intégration et de traduction, etc. Donc, on récupère un set de données, journal des écritures plus métadonnées. Puis on monte en 24 heures que on a tout compris, tout analysé, et là on trouve des trucs, et puis même les gens réalisent que tu veux non, mais quelque chose. Non, parce que la dernière fois, c'était un cas en fin d'année dernière, dans une réunion comme ça. Oui, pardon, je me suis éloigné du micro. Dans une réunion de présentation de notre solution, on avait analysé des fichiers fournis par les clients, et on leur a apporté 2 millions d'euros. Ah la vache. 2 millions d'euros. De paiement fournisseur, c'était des situations un peu complexes, mais ils avaient 2 millions à aller chercher. Incroyable. Et après, il y a des suites, quand tu détectes les lièvres et tu vois les fraudes, etc. Est-ce que tu as des anecdotes où tu t'es rendu compte qu'en fait, il y avait une grosse fraude au niveau, de la gestion de trésor? Et là, comment t'adresses avec ton dirigeant? Alors, en toute transparence, on ne veut pas trop se positionner sur ce que nos clients font post-détection de problème, parce qu'il faut que chacun gère son métier. Tu vois bien sûr. Donc on laisse les gens gérer leurs problèmes eux-mêmes en indépendance. Ils n'ont pas forcément envie de tout nous dire non plus. Non. Donc nous, on est fournisseurs d'une technologie qui leur permet de détecter des problèmes et après on les laisse travailler. C'est dans l'ensemble comme ça. Ouais. Après, il y a plein de cas où ils nous disent « Ah ouais, on a trouvé un super truc, là, dans la filiale machin, on a repéré que la directrice comptable, elle avait détourné de l'argent, etc. » Mais incroyable. Alors, c'est quand même une satisfaction. Enfin, je veux dire, pour vous... Oui, mais... donner enfin, comme si tu donnais des lunettes à un myope qui ne voit pas depuis 20 ans. Quoi. C'est ce que nous disait... La semaine dernière, on était aux US, parce qu'on a un bureau là-bas, et on discutait avec la CFO d'un grand groupe industriel américain. Et du futur du produit, c'était super intéressant comme discussion. Et elle nous disait I want to know. Son seul sujet, c'était elle veut savoir ce qui se passe chez elle. Parce qu'en fait, aujourd'hui, elle a l'impression d'avoir des œillères, comme tu dis. Ouais. Et nous, en effet, on essaye d'unlocker ça, d'ouvrir les yeux, de leur dire vous voyez la réalité de ce qui se passe. Il y a des choses que vous allez considérer comme peut-être pas trop graves, d'autres plus graves, mais c'est votre jugement à vous, de professionnel. Ça, c'est votre affaire, c'est pas la nôtre. Voilà. Et ce qui est rigolo, c'est qu'on trouve des choses partout qui parfois nous paraissent à nous énormes
et pour lesquels le client va dire non, mais ça, c'est pas grave, on fait ça depuis longtemps. Voilà. Et C'est la inversement, pratique, nous on dit bon, ouais. Et là, C'est le secret professionnel. ouais. Et là, on a trouvé un petit problème. Et là, le CFO regarde avec des grands yeux parce que lui, il comprend tous les enjeux derrière et il voit qu'en fait, s'il tient le fil de la pelote, c'est énorme, tu vois. Ouais. Donc encore une fois, nous, on est fournisseur de cette technologie qui permet à l'entreprise, en autonomie et en indépendance, vraiment, j'insiste là-dessus, de faire son travail de vérification. Vous avez évoqué à plusieurs reprises les marchés US. Comment s'est fait cette rencontre avec ce marché-là? Et pourquoi vous avez eu aussi rapidement de l'attraction là-bas versus l'Europe? Le départ, je pense que tu parleras de l'attraction après. En fait, on a parmi nos advisors, d'ailleurs, un BA qui est arrivé exactement en même temps qu'Arnaud, qui est l'ancien vice-chairman de DY, donc un des Big Four. Ouais. Qui connaît son sujet. Il a dirigé la practice d'audit d'EY mondialement pendant 10 ans, donc il sait de quoi il parle. Et nous, on avançait sur notre projet. Il nous a toujours dit, bon, c'est super, là, on se développe bien sur le marché France-Europe, mais le sujet, c'est les US. Dès qu'on a une opportunité, il faut y aller parce que c'est le marché numéro 1 de la compliance, c'est le marché numéro 1 du software et c'est le marché numéro 1 tout court. Donc, si tu veux, ça fait quand même trois bons critères. Ouais, tout à fait. Après, oui, et puis un maillage économique beaucoup plus dense, avec beaucoup de boîtes de plus petite taille, enfin moyenne taille, j'ai envie de dire, que versus Europe. Je sais pas. Attends, je t'ai interrompu, mince. Ouais, non. Donc, pour eux, une petite société, c'est une grande chez nous, quoi. Ouais. On va plutôt dire comme ça. Une boîte d'1 milliard de revenus, bon, pour eux, c'est. Il y en a des milliers aux États-Unis, il y en a des des boîtes qui font 1 milliard. Je ne saurais pas les statistiques exactes, mais. Et donc, pour finir sur la trajectoire US, avant de laisser Arnaud expliquer où est-ce qu'on en est aujourd'hui, ça a démarré parce qu'on a été sélectionné dans un programme d'accélération qui s'appelait à l'époque Impact USA et qui maintenant s'appelle SaaSlender, qui organisé par Business France et qui aide les startups françaises à étudier le marché américain et à faire sa première implantation. Et ça a été un super programme, ça a duré 6 mois. Alors c'était pendant le Covid, donc moi je pensais passer 2 mois aux US pour mon programme, et en fait non, j'étais derrière mon ordinateur le soir à 20h, c'était beaucoup moins drôle. Moins fun. Oui. Moins fun. Mais, et donc là, on a fait un super programme, on avait étudié en fait plusieurs géographies, on a vraiment choisi les US suite à ce programme-là, et on a eu la chance de recruter la personne qui s'occupait de ce programme, et qui est aujourd'hui notre general manager aux US. Carrément. Ouais, ça va plus vite. Non, mais c'est pas évident d'aller aux US quand même. Faut se dire, on peut faire facilement des erreurs de recrutement, surtout quand on recrute des Américains. Alors nous, on en a dans l'équipe, mais on a une équipe mixte français-américain. Mais c'est très difficile d'aller recruter un general manager aux US et que ça marche. Je pense que toutes les startups qui ont essayé se sont plantées au moins 1 fois, 2 fois, 3 fois même sur les profils. Donc, il faut faire un mix de... Parce qu'en fait, vous allez... Déjà, les Américains sont quand même très tournés sur les US. Encore plus peut-être depuis quelques semaines. Mais globalement, on est une entreprise française qui vient aux US. Il y a pléthore de sociétés, de startups innovantes tech aux US. Pourquoi aller dans une société française qui cherche à entrer... Il faut vraiment aimer le sujet ou vraiment aimer la proposition de valeur pour se dire c'est un meilleur bet que d'aller dans une entreprise américaine qui est probablement mieux financée, qui a levé plus d'argent, etc., etc. Donc en fait, il faut vraiment arriver à convaincre, il faut être bon à convaincre quelqu'un. Après, les Américains sont très bons à se vendre, donc vous allez recruter un general manager aux US, il va vous faire rêver. Vous allez avoir des étoiles dans les yeux, vous allez dire c'est le gars qu'il nous faut ou la nana qu'il nous faut. Et puis on y va, puis finalement on se rend compte que ça marche pas, que c'est compliqué, qu'il n'y a pas la bonne communication avec le siège. Ça, c'est ton expérience ? J'ai vécu ça, vécu. Ouais. Dans une autre boîte, mais je l'ai vécu. Et tu galères. Et puis tu mets un certain... Tu te rends pas compte que ça va pas tout de suite. Donc tu leur donnes un peu de temps, tu leur donnes 1 mois, 2 mois, 3 mois, puis tu dis, ok, ouais, bon là, il commence à faire du pipeline, etc. Puis au bout de 6 mois, tu dis, ok, bon, je dois couper, mais tu as perdu 6 mois, puis après tu recrutes quelqu'un, tu as perdu 1 an. Enfin bon. Donc le temps que tu reformes le suivant, donc, c'est risqué. C'est risqué, et en fait, nous, on passe beaucoup de temps là-bas, parce que c'est important que les fondateurs y soient, et ils suivent le business, etc. Et on a la chance d'avoir quelqu'un qui est génial sur place. Mais c'est compliqué, c'est risqué. Il y a une question de confiance. On parlait de confiance tout à l'heure. Il faut établir la confiance. Les entreprises américaines aiment quand même bien acheter aux entreprises américaines, surtout dans la tech. Donc il y a une difficulté supplémentaire à franchir. Maintenant, à partir du moment où on a une bonne solution, on arrive avec une bonne histoire, une bonne proposition de valeur, ils comprennent pourquoi on le fait, ça peut aller vite.
Et en gros, le cycle de vente, le durée de cycle de vente est 2 fois moindre aux États-Unis. C'est là où c'est 6 mois en France, en Europe, c'est 3 mois aux États-Unis. Et vous, c'est à peu près combien de temps? 3 mois aux 3 États-Unis. mois. Ouais. Ouais, Donc c'est à partir du efficace, moment, hein. c'est efficace. Donc en fait, à partir du moment où on a cranté le truc, ça peut aller vite. Après, il faut délivrer, très exigeant, client très exigeant, ils poussent vraiment à améliorer le produit. Ils sont très vocaux, je veux dire voilà, ce qu'ils ont envie de voir dans la solution, comment ça pourrait les aider, etc. Beaucoup plus de feedback. Donc, tu pourras en parler mieux que moi, mais pour l'équipe produit, ça veut dire qu'il faut s'accrocher, quoi. Il faut accrocher la ceinture. Mais c'est assez génial parce qu'en fait, ils ont une maturité une exigence qui est liée à leur maturité, tu vois. C'est un sujet qu'ils adressent, eux, quand même, depuis pas mal de temps. Sarbanes-Oxley, ça a 20 ans aux US. Voilà. Donc, si tu veux... Trump hier a dit qu'il arrêtait le FCPA, mais c'est pas grave, ils vont s'y remettre. Donc ils sont portés par ce sujet de compliance et de qualité. Mais ils n'avaient pas forcément les moyens de le faire dans de bonnes conditions. Donc ils ont une grande partie des grosses boîtes américaines ont déjà développé en interne des programmes qu'ils appellent de audit analytics. Donc c'est les équipes d'internal audit qui ont la charge de développer des analytics pour aller, des checks pour trouver des problèmes dans les données comptables et opérationnelles. Et donc, ils ont cette maturité-là. En France, on a un peu plus d'éducation à faire. Tu vois. Donc, c'est ce qui explique qu'à la fois le cycle de vente est beaucoup plus court aux US, que la traction du pipeline et du business globalement est plus forte qu'en Europe. Et on a la chance d'avoir une solution qui répond parfaitement à leurs besoins aujourd'hui. Et pour finir sur leurs exigences, ça nous oblige toujours à penser le coup d'après d'être aux US. Donc le coup d'après pour les US, c'est le coup d'après demain en France et en Europe. Et donc ça nous permet d'avoir énormément d'avance sur le reste des acteurs de notre sujet. Et dans l'acquisition des clients, vous êtes en direct ou vous passez par des intermédiaires type auditeur Alors principalement en direct. On a un accord de revente avec Sage également sur les plus petits clients. Donc Sage nous apporte du business parce qu'ils proposent notre solution à leur parc de clients. Et sur les très grands clients, on l'a fait historiquement en direct et maintenant on le fait avec des partenaires. Donc c'est-à-dire des grands cabinets de conseil et d'audit qui eux ont une capillarité chez ces clients-là, qui sont présents avec eux tous les jours, qui les connaissent, qui connaissent leurs enjeux. Et niveau mondial ou niveau uniquement aux US? Parce que si tu parlais d'EY, si tu peux intégrer, noyauter entre guillemets EY, tu peux. Ça dépend après des franchises et des cabinets, mais tu peux tout à fait aller toucher d'autres régions du monde. Voilà, alors nous, on a signé par exemple un accord avec KPMG aux US, qui est un accord mondial. C'est principalement avec l'équipe US qu'on travaille. Et ils utilisent Supervisor pour fournir des services à leurs clients. Donc ils ne sont pas dans une logique de vendre Supervisor ou de positionner Supervisor encore en tant que tel, en tant que solution. Mais ils marque l'utilisent. Blanche. Voilà. Génial. Top. Et donc ça nous ouvre un marché qu'on n'a pas juste la capacité, on n'a pas le nombre de ressources pour adresser le marché autrement. Mais ça reste des modèles de franchise, donc c'est-à-dire que c'est chaque partenaire qu'il faut engager, qu'il faut convaincre. Et donc il y a quand même un petit peu de travail à faire. Et puis, bon, c'est pas exclusif, donc on travaille avec tout le monde. Et comment t'expliques que vous n'ayez pas davantage pénétré le marché de l'industrie financière? Parce qu'il y a un besoin criant. Si tu regardes les différentes lignes de contrôle, plus les auditeurs externes, que ce soit dans la partie... Enfin, tu regardes toutes les verticales de la finance. Moi, je vois un potentiel de maboule. Oui, absolument. Je vais te laisser prendre ça, Allemand. Non, mais c'est un excellent point. On a commencé par la compta, on va dire, corporate traditionnelle, parce qu'on connaissait bien cette compta-là, d'accord? Et en fait, on a été happé par ce sujet, il y a de l'attraction, il y a plein de clients, il y a plein de business, etc. Passer sur le monde des financial services, c'est un autre modèle. Il y a des particularités comptables. Le revenu d'une banque, c'est pas le revenu de Michelin, quoi. C'est pas du tout fait pareil. Donc, il y a une expertise complémentaire à mettre dans le produit, d'accord? Et donc, il a fallu choisir nos batailles. Et donc, on a mis cette bataille de côté pendant, jusqu'à présent, enfin, jusqu'à il n'y a pas si longtemps. Puisqu'en fait, on est en train de travailler sur le sujet maintenant avec un partenaire, un des billes, d'ailleurs. Bonne nouvelle. Pour adresser ce marché-là. Donc, on a déjà un premier client dans l'industrie. Et puis, on en a pas mal d'autres en préparation.
Et je suis assez d'accord avec toi, c'est très profond. Après, ils ne nous ont pas attendus pour faire de la compliance et du contrôle, si tu veux, les établissements financiers. Parce qu'ils ont le régulateur, c'est au cœur de leur business. Tu vois, ils sont ultra régulés, ultra contrôlés. Enfin, moi, ma femme est dans la banque, donc je vois bien ce que ça fait. Quand il y a la BCE qui appelle, il faut être prêt, quoi. Donc, il y a une maturité, d'une certaine manière, supérieure, donc aussi une exigence supérieure. Et donc, sur notre chemin produit, c'était assez logique de le faire dans un temps 2. Ouais, voilà. Mais tu vas te retrouver, ce ne seront plus des sujets d'identification de la fraude, mais de rationalisation de l'identification de la fraude. C'est-à-dire que je pense qu'il y a aussi beaucoup de choses qui ont été développées, donc soit avec des prestataires en interne, mais moi, pour l'avoir vécu de l'intérieur, parfois c'est un peu du bricolage. Et notamment pour des banques tier 2, tier 3 qui n'ont pas forcément des budgets IT gigantesques, tu te retrouves quand même à de l'artisanat pour monter ces outils qui tiennent la route et d'ailleurs qui sont validés par le régulateur, mais qui ne sont pas les plus efficaces, avec derrière pas mal de contrôles manuels, avec des personnes qui font des jobs qui ne sont pas forcément super passionnants, alors qu'avec votre solution, on peut vraiment carrément rationaliser toute cette partie-là. Absolument. Absolument. Oui, c'est un enjeu. Il faut automatiser. L'IA va apporter beaucoup de potentiel parce que ça peut permettre d'expliquer, c'est-à-dire d'analyser la donnée de manière un peu plus précise. Nous, ça nous sert par exemple quand on ressort des anomalies, pour expliquer à l'utilisateur qui est en train de regarder l'anomalie pourquoi on considère que c'est une anomalie. Avec du texte, c'est-à-dire on lui explique en français ou en anglais, mais il comprend, voilà, comme si quelqu'un lui expliquait, là tu vois c'est une anomalie parce qu'on a trouvé ça dans tel compte et puis c'est croisé à tel truc, et voilà. Et donc c'est concret, ça rend la chose concrète, ça aide les opérationnels à avancer. Ouais, l'idée, c'est d'éviter l'effet black box en fait de l'IA. Effectivement, on lance le sujet IA, mais nous, notre conviction là-dessus, c'est que sur notre sujet, la donnée n'étant finalement pas bien structurée au départ dans tous les systèmes, l'IA, elle se prend les pieds dans le tapis. C'est comme si tu fais un prompt sur ChatGPT où t'es pas clair, à la fin ça dit n'importe quoi. C'est pareil. Si t'as le mauvais input, tu vois, en tout cas. Voilà. Et donc, nous, l'IA, on l'utilise comme un outil pour traiter des use cases particuliers qui fonctionnent précisément parce qu'on a fait ce travail pendant 10 ans de structuration de l'information comptable à l'échelle mondiale. Et donc, on fournit à l'IA une donnée structurée, propre, clean, standard, qui fait que l'IA, elle est très efficace. Donc, c'est quoi vos prochaines étapes ? On a tellement d'idées sur le produit. Tu en sélectionnes quelques-unes, pas le roadmap jusqu'à 2028. Alors, en fait, prochaines étapes. Déjà, continuer à développer les US. C'est un marché qui est très profond, donc on continue là-dessus. On va revenir en Europe sur d'autres marchés ensuite, notamment fort de la réussite aux US. Ensuite, si on regarde, on essaie d'être le plus large possible sur les utilisateurs de la solution. C'est-à-dire qu'on est capable de ressortir des analytics, des insights qui peuvent servir à tout type de population au sein de ce qu'on appelle l'Office of the CFO. Donc, ça peut servir à un contrôleur interne, à un auditeur, ça peut servir à un comptable, à un contrôleur, à un directeur, un CFO, à un directeur comptable. Il y a de l'intelligence et de l'insight pour toutes ces populations-là. Donc, on cherche à faire en sorte que toutes ces personnes-là se connectent, consomment ce qu'on analyse. Et donc, on a du travail de développer les interfaces qui vont bien, les dashboards, ça peut être du chat, mais tout ce qui leur permet de consommer ce qu'on est capable de faire. Et puis après, si tu veux partager des idées... Non, mais un des grands enjeux pour l'avenir, c'est que notre solution soit encore plus intégrée avec l'écosystème, avec la stack finance. Je dois dire ça comme ça. Parce qu'il y a une forme de consolidation aujourd'hui du monde de l'Office of the CFO. En fait, consolidation, c'est mal dit, c'est une intégration. Donc, il y a plein de solutions best of breed, mais il faut qu'elles communiquent bien. Le CFO stack, c'est pareil sur le marketing stack. Enfin, bien sûr. Il y a eu une explosion de solutions et il y en a plusieurs milliers. Et donc, une organisation finance ne peut pas se dire comment j'architecte ça dans mon paysage applicatif, d'avoir des milliers de briques individuelles. Donc, en fait, tous les CFO et, a fortiori, les CIO ou CDO cherchent
une consolidation. Bien sûr. Ouais. Ils ne veulent pas consommer individuellement du best of breed dans tous les sens. Donc le best of breed, c'est bien quand on innove. Donc chaque vague d'innovation, le mobile, le cloud, commencer par le cloud, a apporté tout un tas d'innovations best of breed. Ensuite, le mobile, c'est pareil, ça apporte de l'innovation best of breed. L'IA va apporter énormément d'innovations best of breed où on résout des petits problèmes ou des plus gros problèmes, mais avec une approche très focus. Puis après, il faut intégrer parce qu'ensuite, ça se consolide. On ne peut pas consommer autant de solutions. Et donc, nous, on est très bon sur ce qu'on fait. Mais on a bien conscience que si on veut être partout, si on veut être consommé partout, si l'insight qu'on apporte veut être utilisé au mieux et servir le plus d'intérêt, l'enjeu, je reparle de l'enjeu de base, c'est la qualité de la donnée financière et ce qui amène la confiance, etc. Donc c'est ça l'enjeu. Et donc nous, on souhaite être consommé par le plus d'applicatifs possible. Nourrir le plus d'applicatifs possible. Et donc en fait, et ça c'est la demande aussi des clients, c'est de consommer plus simplement. Pas être capable d'acheter avoir besoin d'acheter un software à chaque fois. Et en fait, sur l'Office of the CFO, il y a encore beaucoup d'innovations à faire, mais il y a cette vague de consolidation. Et en fait, la vague d'IA apporte cette consolidation sur le SaaS classique. C'est-à-dire que le SaaS classique se consolide parce que l'innovation est maintenant sur des softwares qui sont natifs IA. Voilà. Super intéressant. Écoutez, merci Alban et Arnaud. Je termine toujours sur une recommandation d'un ouvrage ou d'un podcast. Donc, qu'est-ce que vous nous recommandez pour clôturer cette discussion ? Wow. Alors, qu'est-ce que je recommande ? Moi, à propos de... Alors, je vais changer de sujet, parce que c'est ce que je relis en ce moment et c'est fascinant. Je relis toute la série des robots de Asimov, qui, il y a maintenant plusieurs décades, a analysé, a écrit des histoires sur ce qu'allait être la robotique du futur, en donnant des règles sur comment les robots devaient se comporter, donc comment les IA devaient se comporter. Et il explore à travers tout un tas d'histoires les implications de ces règles sur les interactions robots. C'est fascinant. Et en fait, c'est extrêmement précurseur et c'est extrêmement d'actualité avec tout ce qui se passe en ce moment. Et donc, c'est fascinant de voir qu'au milieu du XXe siècle, on avait une pensée aussi avancée sur comment les IA allaient interagir avec les humains. Top. Et donc, c'est Asimov. Alors, il est connu pour la série Foundation, mais il y a toute la série Robot Je avant. savais pas. Et la série Robot est fascinante. Bah écoute, je vais regarder ça. Merci. Alors moi, sur un tout autre sujet, moi je pense que j'ai envie de parler, je crois, de La vie devant soi d'Émile Ajar, Romain Gary. Donc rien à voir avec la tech, hein, on est bien d'accord. Rien à voir avec l'audit. Mais les fondamentaux des relations humaines qui sont décrites dans ce bouquin, de la relation de confiance qui se crée entre ce petit garçon et Madame Rosa, moi, me touche énormément. Et en fait, quand je vais faire un rapprochement avec Supervisor, bien sûr, je ne dis pas ça par hasard, c'est que la clé de voûte, pour moi, d'une boîte réussie, c'est justement cette confiance-là qu'on peut avoir en tout le monde. Et c'est absolument fondamental. C'est ce qui fait qu'on en est là aujourd'hui. C'est ce qui fait que parfois, il faut choisir de prendre un peu plus de temps que prévu parce qu'il faut construire cette confiance avec tout le monde et avoir la confiance de tout le monde. Et quand tu arrives à faire ça, en fait, t'as beau avoir plein de difficultés, ça passe crème, quoi. Ouais. Voilà. Top. Merci. Beau mot de la fin. Merci à tous les deux. Merci Solène. À bientôt. C'est un plaisir. À bientôt. Merci d'avoir suivi FinScale. Abonnez-vous à la newsletter sur Substack pour ne rien manquer des dernières innovations. Retrouvez aussi le podcast en audio sur toutes les plateformes d'écoute et en vidéo sur YouTube. À très vite avec Solène Niederkorn.